Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin le nouveau secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Ouelguéni Guébédiou. Et dans l'actualité internationale, lancement d'un appel d'urgence à l'action humanitaire pour les enfants en 2020. Voilà pour les titres, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, et nous commençons avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a reçu ce matin au palais présidentiel le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, M. Ouelguéni Guébédiou. La coopération entre la République du Djibouti et l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'IGAD a longuement été évoquée au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite porté sur l'intégration économique régionale, d'où les programmes dans les domaines économiques et sociaux. Et juste après, dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire exécutif a mis l'accent sur l'objectif principal de l'IGAD, qui est celui d'atteindre un développement économique durable pour les États membres. Ce faire, a-t-il précisé, nous porterons la coopération économique et l'intégration régionale à la priorité à long terme en vue de promouvoir une autosuffisance collective et un développement économique intégré. Et voilà qu'il nous ramène de parler du lancement de la campagne officielle de l'élection de notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. La suite dans ce reportage. Djibouti a fait connaître ses intentions, sa détermination et la qualité de sa candidature dès la fin 2016. Depuis son indépendance, le pays est résolument impliqué sur la question essentielle de la résolution des conflits et des promotions de la paix. Située au cœur de la Corne de l'Afrique, une région à la fois complexe et stratégique, Djibouti a su mettre en œuvre une politique d'ouverture et de coopération internationale élargie, comme en témoigne le nombre des grandes puissances amies qui disposent d'infrastructures économiques ou militaires sur son territoire. La République de Djibouti est également activement engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation du commerce maritime au niveau du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Djibouti s'est aussi résolument impliqué dans la lutte contre la piraterie et pour la protection des réfugiés en accueillant sur son sol nombre de structures d'appui. Outre sa participation à de nombreuses missions de maintien de la paix sous les drapeaux onusiens, le pays s'est profondément engagé depuis le début des années 90 dans le processus de dialogue et de paix en Somalie avec le déploiement des troupes au travers de la MISOM. La République de Djibouti incarne une plateforme unique en termes de dialogue, de médiation, d'échange et de résolution pacifique des conflits. À travers sa candidature, cette expérience, cet engagement et ce regard de l'Afrique sur les affaires du monde que le pays entend donc apporter au Conseil de sécurité. Cette candidature symbolise aussi la nécessité de prendre en compte la contribution des petites nations aux décisions qui déterminent l'avenir de la planète, en particulier en ce qui concerne la question du changement climatique. Dans le cadre de cette campagne, la République de Djibouti dispose de l'appui de l'Organisation et de la coopération islamique, l'Organisation internationale de la francophonie et de la Ligue arabe. Néanmoins, Djibouti regrette et conteste énergiquement le processus mené au sein de l'Union africaine qui a abouti à la candidature conquérante du Kenya. Ce processus s'est déroulé en violation flagrante des règles et des traditions de l'organisation. Ces textes précisent qu'en cas de candidatures multiples ou d'absence de consensus, les États sont départagés selon deux principes, celui de la dernière rotation et celui de la fréquence. Dans les deux cas de figure, la candidature de Djibouti aurait dû s'imposer. En effet, Djibouti a servi au Conseil de sécurité pour la dernière fois en 1993-94 et le Kenya en 97 et 98. Outre, Djibouti n'a servi qu'un seul mandat dans toute son histoire, de 93 à 94, et le Kenya deux mandats, 1977-1978 et 1997-1998. Djibouti réaffirme son attachement inconditionnel à l'unité africaine ainsi qu'à la coopération politique et diplomatique entre les nations du continent. Mais les règles adoptées démocratiquement entre les États de l'Union africaine doivent s'appliquer à tous. C'est pourquoi le pays considère sa candidature comme légitime et comme étant celle de l'Afrique réunie. En conséquence, il entend la défendre et la promouvoir jusqu'au vote devant l'Assemblée générale des Nations unies en juin 2020.
Autre actualité de ce 22h, suite aux récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays et qui ont engendré des dégâts considérables, le ministre de l'Intérieur a dans son cabinet procédé aujourd'hui au lancement officiel d'un document d'évaluation des dégâts causés par ces intempéries. Voici ses propos. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays ont engendré des dégâts considérables. Plusieurs quartiers et artères de la capitale ont été inondés, des habitations ont été détruites, des écoles et des centres de santé endommagés. Des centaines de familles ont tout perdu après les pluies. Face à cette situation et compte tenu de l'étendue et la gravité de la situation, nous avons immédiatement déclenché le plan Orsec d'organisation des secours. Notre gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a mobilisé tous les moyens des différents services immédiatement pour apporter une réponse à cette crise qui a touché plus de 150 000 personnes. Mon département et l'ensemble des services techniques de l'État ont entamé une évaluation des zones sinistrées afin de recenser toutes les familles les plus touchées par cette catastrophe et en même temps d'organiser les premiers secours pour leur venir en aide. Cette évaluation a été réalisée conjointement avec les ministères concernés et les agences onusiennes et des organisations non gouvernementales sous le leadership du secrétariat exécutif de la gestion des risques de catastrophes. Je profite de cette occasion pour remercier Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et son équipe pour l'appui technique. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder officiellement au lancement de ce document. Je tiens à renouveler notre appel à l'endroit de tous les partenaires que nous remercions infiniment pour leurs efforts déjà mis en œuvre et leur accompagnement dans ces moments difficiles. Également donc la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, s'est exprimée en ces termes. Féliciter pour la réponse que vous avez lidérée avec son Excellence le Premier ministre sous la direction naturellement de son Excellence le Président de la République. J'ai pu témoigner personnellement l'effort qui a été fait par tous les départements sectoriels et par vous-même, le secrétaire exécutif du ministère des Affaires étrangères, la mairie, le MAS, l'ONARS, mais tous les autres ministères de l'un et de l'autre, côté à côté avec toutes les agences des Nations Unies et les partenaires humanitaires. On parle de l'OIM, de l'UNOPS, du PNUD, du PAM, de l'OMS, de l'UNICEF. Toute la maison des Nations Unies s'est vraiment mobilisée pour être à votre côté et on est fiers d'avoir pu faire ça. Cette évaluation est claire. Il y a des besoins humanitaires urgents. On est à votre côté pour la réponse, mais on aura besoin, à partir de ça, vraiment de mobiliser ensemble encore plus d'efforts. Et on compte sur la générosité des partenaires pour pouvoir vous aider à faire de forme que les personnes affectées puissent sortir de ces moments difficiles. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie officielle de réception d'aide humanitaire qui a eu lieu tôt ce matin au sein de l'ONARS. Cette aide précieuse est destinée à soulager les sinistrés des dernières pluies diluviennes qui sont abattues sur le territoire national. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, a réceptionné l'aide du gouvernement français. Cette aide composée des kits d'hygiène pour la purification de l'eau et des médicaments. Une cérémonie qui a vu la participation du secrétaire exécutif des gestions de catastrophes, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le directeur des relations multilatérales, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti et l'ambassadeur de France à Djibouti. Et pour plus de précisions, donc, écoutons l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Gouloir. Encore une fois, c'était des circonstances tout à fait exceptionnelles, mais aussi en faisant appel à l'aide de la communauté internationale. Et la présence de Aïdan O'Hara, de Barbara Menzi dit beaucoup de cette coopération internationale. Je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui. On est amis dans les moments faciles, dans les cérémonies officielles, mais on est aussi amis dans les moments difficiles.
dans les moments où on a besoin de solidarité exprimée rapidement. Et je vous remercie des propos que vous avez tenus pour l'aide française. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont immédiatement répondu à l'appel du ministre de l'Intérieur et elles l'ont fait avec dévouement et elles le referont si jamais des circonstances difficiles venaient à nouveau à survenir. Cette aide du gouvernement français, financée en partie par l'Union européenne, elle est là pour symboliser la solidarité de la France avec ses amis djiboutiens. Ce sont effectivement un demi-million de pastilles de purification d'eau, vous l'avez dit. Ce sont 600 kits d'hygiène et demain ou après-demain arriveront sur le sol djiboutien plusieurs dizaines de valises de médicaments et de produits pharmaceutiques pour la population djiboutienne. Je voulais saluer aussi le travail d'identification des besoins qui a été fait conjointement avec les Nations Unies. Et c'était pour nous extrêmement précieux d'avoir des points réguliers, consolidés de la situation à Djibouti-Ville dans l'ensemble du pays, faits par les structures djiboutiennes avec le concours des équipes des Nations Unies. Car ce faisant, nous avions la possibilité d'être en mesure de répondre à ces demandes. Voilà, j'en dirai pas plus. Je souhaite donc vous remettre symboliquement ces éléments au nom de la France et je vous remercie de la bonne coordination. Autre aide, cette fois-ci émanant du président du syndicat importateur du CAT indépendant, M. Hussein Ahmed Farah. Il est adjoint du président du syndicat Union commerciale importateur du CAT qui ont octroyé une aide conséquente aux sinistrés des dernières inondations. Le montant de cette aide n'a pas été divulgué conformément aux préceptes de l'islam, mais elle a été versée ce matin sur le compte ouvert à cet effet. Les deux représentants des syndicats qui sont adressés à la presse ce matin ont indiqué que leurs actions s'inscrivaient dans le cadre de la solidarité à leurs concitoyens. En prenant en premier la parole, le président du syndicat importateur du CAT indépendant Siki, Hussein Ahmed, a indiqué que leur aide s'inscrit dans ce cadre de solidarité à leurs concitoyens éprouvés par ces catastrophes et pour ainsi répondre à un droit civique qui a été maintes fois rappelé par le président de la République. En lui succédant la parole au micro, l'adjoint du président du syndicat Union commerciale importateur du CAT, Suki, a tenu à adresser un message de condoléances aux familles qui ont perdu des personnes chères lors de ces pluies diluviennes. C'est un petit geste certes, mais qui est un geste très apprécié au-delà d'Allah, a-t-il martelé. Suite aux pluies diluviennes qui sont abattues, la police nationale a été sur le premier plan en termes de mobilisation. Voici donc les éléments de réponse dans ce reportage. Le 21 novembre dernier, des graves intempéries se sont abattues sur notre pays, causant d'énormes dégâts. Les pluies n'ont épargné aucun quartier de la ville et la population se trouvant au centre-ville s'est retrouvée confrontée à une pénurie de bus. La police nationale a élaboré plusieurs points de rassemblement pour aider à orienter les populations en leur permettant de monter dans des différents camions mis à leur disposition. Il s'agissait surtout pour les éléments de la police nationale d'assurer l'ordre dans ce mouvement de foule. Face à l'état d'urgence engendré par les pluies diluviennes, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a décidé de déclencher le plan Orsec qui est l'organisation de réponse de sécurité civile. Tous les acteurs nationaux et les organisations internationales ont été sollicités. C'est dans un élan de solidarité nationale et avec un fervent sens du patriotisme que les hommes et les femmes de la police nationale ont participé à ce plan dès les premières heures de son élaboration. Une cellule de crise a été installée au niveau de la préfecture et un numéro vert, le 1516, a été mis en place. Plusieurs policiers ont été au premier plan pour répondre et rassurer les personnes touchées par les inondations. À chaque appel, les policiers prennent le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et surtout ils notent le problème auquel les sinistrés font face. Ensuite, fort de ces renseignements, les policiers redirigent ces personnes sinistrées vers des différentes institutions chargées de secourir les victimes. Par ailleurs, les policiers ont porté assistance aux personnes blessées dans chaque quartier. Les éléments de la police routière, quant à eux, ont joué un rôle important durant les intempéries qui ont touché notre pays. Ils ont su, dès les premières heures, sécuriser les routes, rediriger les conducteurs, mais surtout veiller à la fluidité de la circulation sur les grands axes routiers. Face aux montées des crues de l'Oued, des périmètres de sécurité ont été installés sur plusieurs axes de circulation. L'intersection de la route
de Venise et de la route de Doralé, le carrefour de la route de Doralé a été fermé à la circulation à cause de l'eau d'Ambouli. Les agents de la police routière ont été sur place 24 heures sur 24, le pont d'Ambouli devenant ainsi la principale voie de circulation pour se rendre au centre-ville a été interdite d'accès aux camions poids lourds. Les hommes, les femmes de la police ont ainsi participé activement aux opérations de réinstallation des personnes affectées par les pluies dans leur domicile. Animés d'un fort esprit de patriotisme, ils ont fait preuve de compassion envers leurs compatriotes mobilisés dans les différents centres. La police nationale a été au chevet des compatriotes pour les aider à regagner leur domicile respectif. Suite à la répartition des différentes zones d'action, la police nationale a été en charge de la zone 3, regroupant les quartiers les plus touchés par les intempéries. Il s'agit du quartier 5, quartier 6, quartier 7 bis et Ambouli. Des centaines d'habitations ont été gravement inondées et les populations très affectées se trouvaient dans l'incapacité de vider leur domicile des eaux stagnantes. Plus de 800 hommes et femmes ont été mobilisés. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, en mission de travail lors des intempéries, le directeur général par intérim, le colonel Abdirrahman Ali Kahin, a été en charge de veiller à cette importante mission de secours. C'est à l'aide de brouettes, de pelles, de pioches, de râteaux qu'ils se sont rendus dans les différents quartiers de la ville. Maison par maison, secteur par secteur, les policiers n'ont ménagé aucun effort pour aider nos compatriotes. Ils ont vidé, nettoyé, désengorgé les maisons et les ruelles de chaque quartier qui leur a été confié. La population, touchée par un tel esprit de patriotisme, a tenu à remercier les braves hommes et femmes de la police nationale. Des gestes qui ont prouvé encore une fois que la police nationale reste avant tout une police faite d'hommes et de femmes animés par un fort esprit de patriotisme. Ils ont ainsi sillonné les quartiers de la zone qui leur a été desservie pour permettre à nos compatriotes de retrouver leur foyer. Les eaux stagnantes dans les maisons ont été vidées, les égouts ont été débouchés, les détritus laissés par les eaux usées ont été nettoyés. Les policiers nous ont vraiment aidés à vider l'eau de nos maisons. Ils ont vraiment tout mis en œuvre pour nous permettre de vivre dans nos maisons. Nous tenons à les remercier car ils n'ont pas hésité un seul instant pour venir en aide aux sinistrés. Je tiens à le remercier vraiment et à remercier notre gouvernement. Comme vous pouvez les voir, notre maison est propre et sans eau. Avant, nous étions dans l'eau et dans l'incapacité de rester dans notre maison. Et je suis très contente de la police nationale. Ils n'ont pas hésité à vider l'eau de notre maison par leur propre initiative. Ces actes menés par les différents quartiers ont démontré que la police nationale reste avant tout une police au service de sa population. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, réaffirme encore une fois à la population le dévouement sans faille des hommes et des femmes qui constituent les rangs de la police nationale. Toujours au Palais du Peuple, en marge de cette conférence pour une Afrique prospère, cette troisième journée avait au menu une rencontre entre la Chambre du commerce et l'industrie panafricaine et la Chambre de commerce africaine au Japon. Rencontre qui a traité d'une thématique cruciale, faire du secteur privé africain un vecteur de croissance tout en repensant les relations avec le partenaire, notamment la Chambre de commerce africaine du Japon. Cette rencontre économique était une occasion pour tous les participants d'acquérir plus de connaissances sur ce marché commun qu'est la zone de libre-échange continentale. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette cérémonie de remise des diplômes à quelques 200 gendarmes qui s'est tenue donc au centre d'instruction Cheikh Moussa. Co-présidé par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le général du corps d'armée Giovanni Nistri, commandant de l'armée de la carabinieri italienne. Cette cérémonie a marqué la clôture d'une large série de formations dispensées par des instructeurs carabiniers. Les diverses formations ont débuté à la mi-septembre 2019 et ont porté sur la préparation d'une unité de police constituée en maintien de rétablissement de l'ordre, les enquêtes relatives aux atteintes environnementales, les enquêtes relatives aux atteintes du patrimoine culturel, les enquêtes relatives à la criminalité organisée,
les techniques d'enquête et la police technique. Une cérémonie débutée par une revue de troupes par le colonel chef d'état-major de la gendarmerie et de son homologue, le général commandant de l'armée du carabinieri italienne. Ensuite, ces deux autorités militaires ont tenu des allocutions avant de procéder à la remise des diplômes aux 200 stagiaires. Leurs diplômes et des lettres de félicitations aux meilleurs d'entre eux. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le général d'armée, Giovanni Nistri, a tenu tout d'abord à remercier le colonel Zakaria Hassanadan pour l'accueil chaleureux et l'invitation. Il a ensuite souligné l'importance des diverses formations dispensées par les instructeurs carabiniers à la demande de la gendarmerie nationale qui est en pleine évolution. Cela, a-t-il dit, traduit l'excellent partenariat entre les deux institutions sœurs. Le colonel Zakaria Hassanadan a donc, quant à lui, indiqué que cette formation est une priorité. Il a expliqué qu'en raison de l'accroissement des missions de son institution, dû à la création de nouvelles unités de formation spécialisées répondant parfaitement aux nouvelles exigences, renforcerait indéniablement les capacités des gendarmes. Le colonel Zakaria Hassanadan a également remercié son homologue pour avoir répondu à l'invitation malgré son agenda, avant de saluer les instructeurs carabiniers et gendarmes pour leur abnégation et féliciter les stagiaires pour ces résultats. Peu après, s'ensuit une visite de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, l'EU3PJ, faite par la délégation conduite par le général Nitri. Il a d'emblée donc remercié le commandant de l'armée du carabinier qui a suivi avec intérêt un exposé sur l'école qui lui a été fait par son commandant et a fait part de ses impressions très positives de l'atout que constitue ce type d'entité pour tous les continents africains. Au cours de la visite, le général du corps d'armée, Giovanni Nistri, a pu rencontrer et s'entretenir avec un stagiaire de la première promotion du stage technicien en identification criminelle issu de plusieurs pays du continent africain. Durant la visite, un accent particulier a été mis sur la présentation des équipements des laboratoires scientifiques qui permettent l'exploitation des éléments de preuve collectés sur le terrain par les enquêteurs. Après donc, cette visite, les autorités militaires ont procédé à un échange de cadeaux et ont clôturé les activités par une traditionnelle photo de famille.
Écoutons à présent le général du corps d'armée Giovanni Nistri. Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Monsieur, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui à ces cérémonies de remise de certificats. Et je profite de cette occasion à saluer les officiers et sous-officiers militaires du rang ici présents. Les carabiniers italiens contribuent pleinement à la formation de l'école internationale de la gendarmerie en fournissant les matériaux et les accessoires adéquats aux officiers présents ici. Les formateurs m'ont fait part, Excellence, Monsieur Colonel Zakaria Hassan Aden, des bonnes ententes existant entre nos deux gendarmes. La formation s'est bien déroulée et je suis vraiment fier d'assister à cette cérémonie de remise des certificats. J'aimerais souligner, Monsieur Excellence Colonel Zakaria, chef d'état-major de la gendarmerie, la profonde préoccupation que les carabiniers et brigadiers sont ici pour la coopération avec la gendarmerie nationale de Djibouti. En ce moment, j'aimerais profiter de cette occasion à remercier les instructeurs carabiniers qui accomplissent leurs tâches avec professionnalisme et capacité. Je vous remercie, Excellence, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, colonel Zakaria Hassan Aden, de votre disponibilité et de votre énergie à renforcer davantage les coopérations existantes entre nos deux institutions. Et pour sa part, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a évoqué la parfaite coopération entre la gendarmerie nationale djiboutienne et l'armée de la carabinerie italienne. Voici ses propos. Cet après-midi marque la clôture des missions de formation de nos confrères de l'arme des carabinieri dans le cadre de la MIADI 12, conduite de mi-septembre jusqu'au 2 décembre 2019 sous la responsabilité du colonel Mario Ligi. Dans le cadre de la MIADI 12, les instructeurs de l'institution CER, qui est l'arme des carabiniers italiens, ont formé près de 200 gendarmes durant ce dernier semestre de l'année 2012 et ont partagé avec un excellent état d'esprit leurs connaissances dans les domaines suivants: maintien de l'ordre, notamment formation FPU, les techniques d'investigation, la police technique et scientifique, la police environnementale, la protection des patrimoines culturels et la lutte contre la criminalité organisée. Je suis particulièrement satisfait du travail abattu par les instructeurs carabiniers qui n'ont ménagé leurs efforts et qui ont fait preuve d'un professionnalisme, d'une disponibilité et d'une abnégation sans faille dans la transmission de leur savoir en faveur de leurs camarades de la gendarmerie de Djibouti. Je les en remercie vivement. Je voudrais enfin une nouvelle fois saluer l'excellente coopération existante entre nos deux institutions sœurs et vous exprimer, mon général, mes sincères remerciements pour votre précieux soutien, pour votre disponibilité, pour votre participation au renforcement des capacités de la gendarmerie de Djibouti au travers des multiples actions et partenariats, notamment des multiples formations au COISPU, échanges et visites officielles, formation de maîtres chiens, formation d'enquêteurs et autres soutiens institutionnels. Soyez-en remerciés. Merci pour votre aimable attention. Un mot de sport avec ces athlètes cyclistes de la garde républicaine qui sont envolés hier soir à Antananarivo, capitale du Madagascar, et ce pour participer au Tour international du cyclisme du Madagascar. Ces athlètes de la grande formation sportive de la garde républicaine défendront une autre fois les couleurs nationales avec l'appui du chef d'état-major général, le chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali. À leur départ, ils ont été donc salués par des officiers de la garde républicaine. Rappelons que ces cyclistes donc sont à la 11e place du classement général des compétitions cyclistes africaines. Des coureurs qui n'ont rien lâché, qui se battent depuis des mois, qui ont atteint un niveau aujourd'hui qui est un niveau régional et qui vont pouvoir se confronter au meilleur niveau international. Et donc c'est un plateau extrêmement relevé sur une course qui dure 8 jours avec des étapes qui varient entre 90 km, 140 km, 150 km, des critériums. C'est une course qui sera extrêmement sélective, qui va se jouer en fin de semaine sur les étapes de montagne et nos coureurs sont aguerris, sont prêts à relever le défi, notamment dans les étapes de montagne. Et donc une équipe qui est complète et qui est solide et qui fera pour le mieux en tout cas et qui défendra fièrement les couleurs à la fois de la garde républicaine et à la fois du pays. Et donc j'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires,
d'abord la garde républicaine, le colonel, les capitaines qui nous ont tous aidés dans ce travail-là, et puis la fédération qui nous accompagne, et le pays en général, et les gens qui nous encouragent. Voilà, merci. Nécrologie pour clore l'actualité nationale avec la disparition de Mourad Mohamed Houch, survenue hier soir de manière subite. Membre de la troupe 4 mars, le défunt était donc engagé dans ce groupe depuis 2004. Il laisse derrière lui 3 enfants et une veuve. Il a commencé en 2004. En ces moments difficiles, la radio-télévision de Djibouti, à sa tête le directeur général, ainsi que l'ensemble du personnel, adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et proches et amis du défunt. Le directeur du Palais du Peuple et l'ensemble des chanteurs de la troupe 4 mars s'associent également à la douleur de la famille. En nouvelle du monde cette fois, sans précédent d'enfants en difficulté, l'UNICEF lance aujourd'hui son appel d'urgence pour 2020 de 4,2 milliards de dollars des États-Unis. Écoutons. L'UNICEF lance aujourd'hui son appel d'urgence pour 2020 de 4,2 milliards de dollars des États-Unis, environ 3,8 milliards d'euros, afin de venir en aide à 59 millions d'enfants dans le monde. Il s'agit d'un montant sans précédent à ce jour, représentant 3,5 fois le fonds demandé en 2010. Les 5 appels les plus importants concernant les réfugiés syriens et les communautés d'accueil d'Égypte, de Jordanie, 12 milliards de dollars est révisé à la hausse de 4,13 milliards de dollars au milieu. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.